On va parler aujourd'hui d'un personnage absolument fascinant, Chu Van An. Au cœur du Vietnam du XIVe siècle, son nom est devenu synonyme de droiture et de savoir. Et son histoire, ce n'est pas juste celle d'un grand érudit, c'est bien plus que ça. C'est l'histoire d'un héritage qui a littéralement façonné l'éducation et la morale de tout un pays, et ce pendant des siècles. Pour se faire une idée de son importance, il suffit de regarder ce qui est gravé dans les annales historiques du pays, le fameux Dai Viet Suki Tuan Siu. Cette citation qu'on voit, ce n'est pas juste un compliment, un simple éloge. Non, c'est un jugement, un verdict de l'histoire, une reconnaissance qui est au cœur même de l'identité vietnamienne. Alors ça pose une question essentielle qui va nous guider. Comment un homme, il y a plus de 700 ans, a-t-il pu se forger un héritage aussi puissant, aussi durable? Qu'est-ce qu'il a bien pu faire de si spécial pour marquer l'histoire à ce point? Tout commence par un choix, un seul choix, mais un choix radical, fait au tout début de sa carrière. Un choix qui allait complètement à contre-courant de ce qu'on attendait de lui à l'époque. Et ce choix, il a tout défini pour le reste de sa vie. Alors, pour bien comprendre, il faut se remettre dans le contexte. Ce Tuan était un esprit brillant. Il a réussi les plus hauts concours de la fonction publique. Il faut imaginer l'équivalent d'un diplôme ultra prestigieux aujourd'hui. C'était littéralement le billet d'or, la voie royale pour le pouvoir, le prestige, la richesse à la cour impériale. Son avenir semblait tout tracé. Et c'est là que tout bascule. Au lieu de prendre cette autoroute vers la gloire, il fait demi-tour. Il tourne le dos à la cour, au pouvoir, à la richesse. Et pour quoi faire? Il retourne dans son village tout simplement pour ouvrir une école, pour enseigner. À l'époque, pour quelqu'un de son statut, c'était un acte presque subversif. Et son école n'était pas n'importe quelle école. Sa philosophie pour le XIVe siècle était carrément révolutionnaire. D'abord, l'éducation pour tous, riches, pauvres, peu importe. Une idée complètement folle pour l'époque. Ensuite, il insistait, la théorie c'est bien, mais ça ne vaut rien sans la pratique. L'idée, ce n'était pas juste de former des têtes bien pleines, mais des citoyens droits, moraux et utiles à la société. Et cette anecdote en dit tellement sur le personnage. Il faut vraiment s'imaginer la scène. Des ministres, des hommes au sommet du pouvoir qui retournent voir leur vieux professeur. Ils s'inclinent respectueusement et ils s'estiment heureux de juste pouvoir échanger quelques mots. Il ne venait pas chercher des faveurs, non. Il venait pour la sagesse. Ça montre bien que son autorité ne venait pas d'un titre, mais de qui il était. Une autorité morale et intellectuelle absolument immense. Bon, on arrive maintenant à un moment clé, le tournant décisif de son histoire. C'est le moment où sa réputation va se heurter de plein fouet à la dure réalité du pouvoir politique. C'est là que ses principes vont vraiment être mis à l'épreuve du feu. Alors, son expérience à la cour, c'est un peu deux salles, deux ambiances. D'abord, sous le roi Chen Mintong, un souverain sage, tout va bien, son talent est reconnu, on l'écoute, on le nomme même précepteur du prince héritier. Mais quand le roi suivant, Chen Zutong, arrive au pouvoir, c'est la catastrophe. Le royaume plonge dans la décadence, la corruption, et pour un homme de principe comme Chu Van An, le clash était inévitable. Et face à cette corruption qui gangrène tout, Chu Van An fait quelque chose d'une audace incroyable. Il rédige le Ta Chamse. Attention, ce n'est pas une simple lettre de plainte. C'est une pétition officielle directe au roi qui demande ni plus ni moins que la destitution et l'exécution de 7 officiels ultra puissants et corrompus. C'était un geste fou, un acte de défi qui pouvait lui coûter la vie. Et la réaction du pouvoir ne se fait pas attendre. On peut la résumer en 3 temps. Étape 1, Chu Van An soumet son mémorial. Il met tout sur la table, sa carrière, sa vie. Étape 2, le roi refuse. Il ignore la demande et protège ses alliés corrompus. Et donc, étape 3, la seule conclusion possible pour un homme comme lui, Chu Van An démissionne. Il renonce à tous ses titres et claque la porte de la capitale. Pour lui, la ligne rouge a été franchie. Mais attention, il ne faut pas voir ça comme une défaite. Pas du tout. Au contraire, c'est peut-être même sa plus grande victoire. L'affirmation la plus pure de ses principes. Loin des complots et des jeux de pouvoir, un tout nouveau chapitre de sa vie était sur le point de commencer. Il s'est donc retiré sur la lointaine montagne du Phénix. Mais il ne s'est pas caché par dépit ou par amertume. Non, il a choisi cette vie simple, en accord total avec ses valeurs. Et là-bas, il est revenu à ce qu'il aimait le plus, l'enseignement, l'écriture, et il s'est même mis à pratiquer la médecine pour aider les gens du coin. Pour bien marquer cette rupture, il a même pris un nouveau nom, Cho Eun. Ça veut dire le bûcheron caché. Le symbole est magnifique, non? Ça montre bien son choix. Il préférait l'authenticité et l'humilité d'une vie simple plutôt que les illusions et les faux-semblants de la cour. Et son intégrité était tellement légendaire que même la reine-mère, donc la personne la plus puissante du royaume juste après le roi, aurait dit de lui « c'est une personne que l'on ne peut pas asservir ». Quand on pense que ça vient de la cour même qu'il venait de quitter, c'est la reconnaissance suprême de sa force de caractère. Alors au final, que reste-t-il de cet homme 700 ans plus tard?
Pourquoi est-ce qu'on en parle encore aujourd'hui? Comment est-ce que ces actions, ces principes résonnent encore à notre époque? Si on résume son parcours, c'est une vie entière de conviction. De sa naissance près de ce qui est aujourd'hui Hanoï, à son acte de courage incroyable dans les années 1350, jusqu'à sa mort en sage retiré sur sa montagne. Son parcours a été tellement exemplaire qu'il a été honoré juste après sa mort et cette reconnaissance continue jusqu'à aujourd'hui, puisqu'il est reconnu par l'UNESCO comme une célébrité culturelle mondiale. Rien que ça. Et son héritage, ce n'est pas juste un nom dans un livre d'histoire. Au Vietnam, il est absolument partout. Son nom est gravé en bonne place au temple de la littérature à Hanoï, le cœur intellectuel historique du pays. Les plus grandes écoles, les rues les plus importantes portent son nom. C'est plus qu'un personnage historique, c'est un symbole, un rappel quotidien de ce que veut dire le mot intégrité. Finalement, l'histoire de Thu Van Han, c'est l'histoire d'un homme qui, quand on lui a demandé de choisir entre le confort du compromis et la difficulté de l'intégrité, n'a pas hésité une seconde. Et ça nous ramène à une question fondamentale, pour nous, aujourd'hui. Parmi tous les principes qu'on défend, toutes les valeurs qu'on affiche, lesquels seront encore assez forts, assez importants, pour qu'on s'en souvienne dans 700 ans?